Cool, Lolita, on te laisse. Super, merci C'est OK. Lolita. Ouais, l'enregistrement démarre. Donc super, donc bienvenue à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, comme on vous l'avait proposé, on va faire un focus sur le sujet de la prise en charge médicamenteuse. Donc ce webinaire, en fait, il a été préparé et il va être co-animé entre l'équipe du CAPS Bretagne et l'Omédit Bretagne. Donc côté CAPS, c'est moi et Marina aujourd'hui qui allons être sur le webinaire. Et donc, côté Omédit Bretagne, donc c'est Gilles Piriou, responsable de l'Omédit Bretagne, qui prendra la parole tout à l'heure pour vous présenter tous les aspects spécifiques liés au circuit du médicament et à la prise en charge médicamenteuse. Et Lauriane Texier, qui est ingénieure qualité à l'Omédit Bretagne et qui a en charge la gestion des projets. N'oubliez pas de fermer vos micros. Voilà, merci. Donc, comme on a 1 heure là ensemble, à peine, en fait, on a décidé ensemble de faire des focus sur certains points spécifiques. C'est sûr que sur 1 heure, ça va très vite passer. On va prendre du temps à répondre aussi à vos questions. Donc, avec l'équipe, enfin Gilles Piriou et Lauriane Texier, on va se focaliser sur certains points. Donc, le diaporama, en fait, il est raccourci. On va vous présenter un diaporama plutôt court et puis on vous enverra un diaporama plutôt complet que vous pourrez réutiliser après dans vos structures, vos établissements si vous souhaitez faire des présentations ou prendre un peu plus de temps sur le sujet. Donc le diaporama complet normalement sera en ligne dès demain. Voilà, donc je vais partager mon écran. On va démarrer. Voilà. Tac. C'est bon, Marina, vous voyez? Très bien. Super. Tac. Alors, juste peut-être avant de commencer, quelques mots d'actualité. Peut-être que certains d'entre vous étaient inscrits le 8 juillet à un webinaire que la HAS avait proposé sur les retours d'expérience des établissements pilotes qui ont eu leur visite de certification au printemps. Le 8 juillet, en fait, ce webinaire n'a pas pu avoir lieu pour des raisons, des problèmes techniques. Et donc, il est reporté, vous pouvez noter la date si ça vous intéresse, le mardi 21 septembre, de 12h30 à 14h. Donc, le webinaire qui n'a pas pu avoir lieu en juillet est reporté. Et en attendant, vous avez aussi, la HAS a mis à disposition le diaporama qu'elle avait prévu de présenter. Donc, vous avez le lien ici sur lequel vous pouvez cliquer pour aller voir le diaporama. Sachez aussi qu'une journée régionale va être organisée en fin d'année. Donc, en région Bretagne, la date posée pour le moment est le 17 décembre. Vous m'entendez bien, Marina? Ouais. Ouais. Oui, Le on t'entend très 17, bien. Ouais. super, le 17 décembre, donc journée régionale en Bretagne, donc co-organisée entre la HAS, la RS Bretagne, le CAPS et France Asso Santé. Donc on vous confirmera la date d'ici là, c'est en train de s'organiser au niveau national, mais bon, notre date positionnée est bien le 17 décembre. Voilà pour ces petits mots d'actualité. Alors, je ne sais pas qui continue d'ouvrir son micro, mais si vous pouvez le laisser fermer, ce serait super. Merci beaucoup. Donc là, sur cette heure qui arrive, rapidement, on va représenter, mais brièvement, les orientations, les enjeux de cette nouvelle certification. Et il y a une diapo sur les méthodes d'évaluation. C'est pour vraiment, après, bien faire le lien avec les critères en lien avec la prise en charge médicamenteuse et voir comment ces critères vont être évalués. Nous laisserons la parole donc à Gilles Piriou et Lauriane Texier pour le focus sur la prise en charge médicamenteuse. Et puis, à la fin du webinaire, on va vous présenter les outils du réseau Médit, des outils qui ont été créés et que vous pouvez utiliser, notamment pour des évaluations que vous pouvez réaliser au sein de vos structures. Donc, rapidement, qu'est-ce qui change? Voilà, l'ancienne certification, ce sont des diapos qu'on a eu déjà l'occasion, nous, de présenter à des précédents webinaires, pardon, mais voilà, qu'on peut reprendre quand même pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, c'est vrai que cette version de certification, elle s'oriente vraiment sur l'évaluation de la réalité des pratiques professionnelles des soignants au quotidien, avec notamment, comme Marina va vous le présenter, des méthodes
des nouvelles méthodes de visite qui vont permettre justement d'aller évaluer la réalité des pratiques. Donc, vous entendrez parler, on connaît déjà, mais la méthode du patient traceur, du parcours traceur, qui sont des méthodes grâce auxquelles les experts visiteurs vont aller vraiment poser des questions aux soignants, aux professionnels sur la prise en charge médicamenteuse, mais pas que, pour aller vraiment voir au plus près du terrain comment tous ces dispositifs sont mis en place et appliqués. Voilà, donc une démarche axée sur la culture du résultat, on va le voir juste après. Donc on est là, les experts visiteurs sont plus là à la recherche de voir comment c'est déployé, quel est le résultat pour le patient. Plutôt, ça c'est l'approche première en fait, hein, quel est le résultat pour le patient. Et en deuxième intention, comment tout ça est organisé. Mais vraiment, voilà, la première approche, c'est la culture du résultat et quel va être l'apport pour les prises en charge. Il y a voilà, la différence aussi, c'est l'évaluation interne qui aujourd'hui est laissée à la main de l'établissement. Donc, en tant qu'établissement, vous pouvez utiliser les outils proposés par la Haute Autorité de Santé pour faire cette évaluation interne, mais il n'y a pas d'obligation en cela. Vous pouvez utiliser, voilà, déployer d'autres méthodes de PP qui vont vous permettre de réaliser votre évaluation. Et deuxième chose, c'est que les résultats de cette évaluation ne sont pas à envoyer de manière obligatoire à la Haute Autorité de Santé. Il n'y a pas d'obligation d'envoi au préalable des résultats de cette évaluation interne. Donc ça, c'est aussi un changement voilà, par rapport à l'ancienne certification. Donc Marina va vous présenter rapidement aussi après. Donc le manuel de certification, pour ceux qui le connaissent, hein, vous avez pu le voir, est structuré en 3 grands chapitres. Qui explore 15 objectifs qualité. Vous avez notamment, l'HAS a produit des affiches qui présentent ces 15 objectifs qualité. Donc, vous pouvez télécharger hein, sur le site de l'HAS. C'est très synthétique et c'est des outils de communication que vous pouvez bien sûr réutiliser. En plus du manuel de certification, n'oubliez pas qu'il y a 24 fiches pédagogiques, dont justement celle sur la prise en charge médicamenteuse, dont on va parler tout à l'heure. Ces 24 fiches pédagogiques, elles sont axées sur des enjeux thématiques et elles viennent en complément du manuel de certification. Ensuite, vous avez certainement entendu parler de critères. Hein. Ce manuel de certification, il vous présente l'ensemble des critères voilà, qui composent cette nouvelle certification. Et parmi ces critères, il y a 3 catégories. Des critères standards, des critères impératifs, et des critères avancés. On va détailler un petit peu ça tout à l'heure. Le vocable compte qualité est conservé. Sur cette nouvelle certification, le compte qualité, c'est vraiment ce compte qui intègre les résultats des évaluations de l'ensemble des critères. Alors, voilà, l'HAS a gardé ce terme-là, mais c'est vrai qu'il n'a plus le même sens, on a envie de dire, que par rapport à la V 2014. Le compte qualité, en fait, c'est un compte qui intègre tous les résultats des évaluations répondant aux critères du manuel. Donc, vous aurez ensuite un rapport plutôt quantifié. Il y aura beaucoup moins de texte en fait dans la rédaction du rapport de visite. Hein. Il y aura plutôt des diagrammes, enfin des toiles d'araignée qui seront le résultat en fait des évaluations des experts visiteurs. Et puis les établissements seront donc certifiés soit avec mention, où l'établissement sera certifié sous condition ou non certifié. Donc, 4 labels par rapport en V 2014 où il y avait 5 niveaux de décision. Vous n'entendrez plus non plus parler du fameux de SARA, mais plutôt de Calista qui est le nouvel outil déployé par la HAS qui fait le lien en fait entre la Haute Autorité de Santé et vos établissements. Donc l'outil maintenant, l'outil d'information, c'est l'outil Calista. J'en ai fait juste
un imprimé écran sur l'outil Calista. C'est parce qu'on a eu beaucoup de questions lors de vos inscriptions à ce webinaire. C'est grâce à cet outil Calista que vous allez pouvoir générer vos grilles d'évaluation. Donc, on a eu beaucoup de questions sur comment on récupère les grilles du traceur ciblé, les grilles du patient traceur. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les questions qui pourront être posées? Sachez que chaque établissement a un accès à cet outil Calista et que c'est par cet outil-là que vous pouvez générer vos grilles d'évaluation. Donc, n'hésitez pas à faire le lien avec vos équipes qualité qui ont les codes d'accès et qui vont pouvoir générer les grilles. Pour terminer sur cette partie, donc là, vous allez retrouver en fait dans vos grilles d'évaluation, les critères en fait vont être plus ou moins rattachés à ces 4 grands enjeux de la certification. L'engagement du patient. L'idée, c'est de promouvoir le positionnement du patient en tant qu'acteur de sa prise en charge. Donc là, il y a des critères qui vont se rattacher à ça. Le deuxième enjeu qui est lié à la culture de l'évaluation, de la pertinence et du résultat. Donc là, on va aller voir effectivement ce que les équipes mettent en place en termes d'évaluation de pratique. Est-ce que les équipes connaissent les résultats de ces évaluations de pratique, notamment les résultats des indicateurs, les résultats d'un patient traceur qui a pu être organisé? Est-ce qu'elles ont eu un retour et mis en avant sur cette nouvelle itération? Et puis l'adaptation aux évolutions du système de santé. Donc, 4 grands enjeux qui sont après repris dans le manuel. Merci Véro. Je continue. Alors, on me dit que ma connexion Internet est instable, donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez mal ou si toutefois ça coupe durant la présentation. Donc, c'est vrai que comme disait Véronique, on a refait un petit point sur la certification très rapidement parce que autant du côté du CAPS, on sait qu'on a fait beaucoup d'informations sur justement tous ces nouveaux enjeux et toutes ces nouvelles modalités. Autant il y a de nouveaux participants justement à ces webinaires et pour être sûr que tout le monde parte sur les mêmes bases, on reprend un peu ce qu'on avait pu faire auparavant. Et notamment, cette structure du manuel de certification, elle est importante puisque c'est notamment là-dessus qu'est basée la suite aussi que l'Omedit va vous faire et de bien comprendre ce que c'est qu'un critère, un objectif, un élément d'évaluation. Donc finalement, comme le disait Véronique, dans ce manuel, il y a 3 grands chapitres qui sont celui du patient, des équipes de soins et de l'établissement. Et chacun des chapitres est décliné donc en objectifs. Donc je vous ai mis un exemple à chaque fois. Donc par exemple, pour la prise en charge médicamenteuse, on va avoir l'objectif alors 2.3, puisqu'on est dans le chapitre 2 et c'est l'objectif 3. Les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique. Et dans cet objectif, il va y avoir plusieurs critères, dont celui notamment, le numéro 6, qui sera les équipes maîtrisent l'utilisation des médicaments à risque. Et finalement, pour évaluer ce critère-là, eh bien, les experts visiteurs, mais vous aussi, puisque en interne, vous pouvez le faire via les grilles de traceurs ciblés, vous aurez à aller questionner justement les professionnels, à savoir est-ce que justement l'équipe dispose de la liste des médicaments à risque utilisés dans leur service et en a connaissance? Est-ce que l'équipe dispose de règles de stockage des médicaments à risque et en a connaissance? Et est-ce que les professionnels concernés sont sensibilisés et formés aux risques spécifiques induits par l'utilisation de ces médicaments à risque? Donc, vous voyez, il y a plusieurs éléments à aller évaluer et tout ça avec une méthode dont parlait Véronique juste avant, qui est celle du traceur ciblé. Je reviendrai là-dessus juste après de manière assez succincte, mais si vous avez des questions sur les méthodes, n'hésitez pas. Donc voilà, le manuel, il est décliné de telle sorte à ce que vous puissiez avoir des grands objectifs qui sont déclinés en critères et ensuite en éléments pour aller évaluer justement ces fameux critères via des méthodes d'évaluation. Je veux bien que tu passes à la suite, Véro. Non, t'inquiète pas, merci. Alors, juste pour vous dire, tout à l'heure, Véronique parlait de 15 grands objectifs. Donc, les voici, en fait, les 15 grands objectifs. Et donc, Lauriane de l'Omedit a repris justement les critères pour lesquels il y avait la prise en charge médicamenteuse qui était concernée dans ces objectifs. Donc, vous voyez que plusieurs objectifs recoupent celle de la prise en charge médicamenteuse. Donc, c'est important que vous ayez quand même bien en tête que le manuel, ce n'est pas juste un chapitre dédié
à la prise en charge médicamenteuse. On retrouve la prise en charge médicamenteuse dans pratiquement l'ensemble du manuel de certification avec des recoupements sur d'autres thématiques. Donc ça, c'est vraiment important que vous puissiez les avoir en tête et savoir justement qu'est-ce qui va être à évaluer sur la prise en charge médicamenteuse. Véro, est-ce que tu peux... Merci. Et sur ces fameux critères, on en parlait juste avant, vous allez avoir en fait dans votre plateforme, on va dire ça comme ça, Calista, un référentiel qui est adapté finalement à votre profil d'établissement. C'est-à-dire que ce manuel, il s'adapte en fonction notamment de la population que vous allez accueillir dans votre établissement, de l'activité que vous avez, du mode de prise en charge aussi que vous pouvez faire au sein de votre établissement. Donc finalement, il va y avoir 90 critères qui sont génériques à tout établissement, quel qu'il soit, et 41 critères qui seront spécifiques en fonction notamment de votre activité ou de votre population. Donc, ce qui est bien avec Calista, c'est que normalement, si ça fonctionne bien, vous pouvez avoir justement ce manuel un peu spécifique à votre établissement, à vos activités. Et dans ces critères, finalement, qu'ils soient génériques ou spécifiques, vous avez une évaluation de certification qui va être priorisée au regard justement de ce que l'on attend de certains critères. Donc, vous avez des critères qu'on dit impératifs. Il y en a 15 dans tout le manuel et ça veut dire que ces critères-là, c'est ce que la HAS ne veut plus voir au sein des établissements. Donc, en gros, aujourd'hui, si un de ces critères n'est pas répondu de manière positive par la Haute Autorité de Santé, l'établissement ne sera pas certifié. Et certains de ces critères concernent la prise en charge médicamenteuse, on les reverra juste après. Les critères standards, ça, ce sont les attendus. En gros, c'est voilà, ce que la HAS souhaite quand même voir à minima de fait aussi dans l'établissement. Elle se dit que normalement, aujourd'hui, on en est arrivé à ce stade-là. Ça ne veut pas dire que si là, par contre, il y a un élément négatif, l'établissement sera non certifié, mais elle aimerait bien à minima, effectivement, que les établissements en soient arrivés à ce niveau standard d'avancée, en tout cas, dans la démarche qualité. Et les critères, pardon, j'ai dit avancés, ce n'était pas le bon terme pour que vous compreniez. Les critères justement avancés, là, il n'y en a que 5 dans le manuel. Et ceux-là, ce sont effectivement les standards de demain. C'est de se dire, quels critères aujourd'hui met en place l'établissement, sur quoi on peut aller les évaluer, qui va plus loin que ce qu'on attend finalement. Et c'est en fait valoriser ce qui est fait au sein des établissements et qui montre que l'établissement est allé plus loin que ce que la HAS elle-même attend aujourd'hui. Et donc, sur les méthodes d'évaluation, et on aura fini pour la partie vraiment méthodo, et je suis désolée si ça a été un petit peu long, les différentes méthodes, vous en avez 5. Aujourd'hui, celle que vous connaissez normalement à peu près tous, c'est celle du patient traceur, où vous allez évaluer justement la qualité et la sécurité de la prise en charge d'un patient, vraiment sur un parcours d'un seul patient avec une rencontre du patient et ou de ses proches en fonction et avec l'équipe soignante. S'attache à celle-ci la méthode du parcours traceur. Alors, on est un peu sur la même dimension puisqu'on reste sur un parcours de patients, voire quelques-uns si toutefois vous n'arriviez pas à répondre à toutes les questions qui sont en lien. Mais on reste quand même sur un parcours, sauf que là, on ne va pas aller justement questionner le patient pendant l'évaluation. On ne va se baser que sur les données du dossier et des questionnements avec l'équipe. Le traceur ciblé, donc ça, c'est une nouvelle méthode pour lesquelles justement la prise en charge médicamenteuse est bien concernée puisque elle fait partie des évaluations spécifiques de ce traceur ciblé. Et donc là, vous avez une grille spécifique au traceur ciblé sur la prise en charge médicamenteuse, donc qui regroupe des entretiens avec les professionnels, des observations et des consultations de documents. Ça, après, on pourra y revenir, mais peut-être dans un prochain webinaire pour le coup. L'audit système, en fait, c'est potentiellement ceux qui ont connu l'ancienne version de la certification, la V2014, connaissaient les audits de processus. Eh bien, c'est exactement la même chose. On est sur la même méthodologie. C'est-à-dire que là, l'expert visiteur va aller voir ce qui se passe d'abord via la gouvernance, ensuite via les professionnels et au besoin, aller voir ce qui se passe sur le terrain. Mais vraiment, là, on est dans un domaine plus macro
que le traceur ciblé qui, lui, justement, part on le reverra, mais par exemple d'une prescription d'un médicament pour remonter et voir s'il y a eu des écarts ou des dysfonctionnements, en tout cas, liés au parcours, on va dire, de cette prescription finalement. Et puis la dernière méthode, mais qui est une méthode que tout le monde connaît pour le coup, ce sont des observations, hein, ni plus ni moins. Les experts visiteurs vont profiter des patients traceurs, des parcours traceurs, des traceurs ciblés pour en même temps faire des observations au sein des services et pouvoir répondre justement à d'autres critères auxquels ils n'auraient pas répondu pendant le patient traceur ou le parcours traceur, par exemple. J'espère avoir été assez claire et assez succincte. N'hésitez pas. Alors, est-ce que vous avez des premières questions sur cette partie un peu méthodo, de manière assez générale sur la certification finalement? Si vous en avez, hein, n'hésitez pas à les inscrire sur la partie discussion. Ça a été assez rapide, mais en même temps, il faut du temps là pour la prochaine partie. Si vous n'en avez pas là pour l'instant, dans tous les cas, vous pouvez continuer à les noter. Je passe la main à l'Omédit pour qu'il puisse prendre le relais et puis on prendra les questions au besoin à la fin. Merci beaucoup. Toi, Lauriane. Oui, alors, on va pouvoir continuer du coup sur la prise en charge médicamenteuse et les dispositifs médicaux, donc les produits de santé en général. Donc, l'objectif de cette suite de diaporamas, c'est de vous expliquer en fait que le réseau Médit, avec évidemment l'Omédit Bretagne, a pu élaborer un thésaurus répertoriant en fait tous les critères en lien direct ou indirect avec la prise en charge médicamenteuse et les produits de santé dans leur globalité. On va vous présenter quelques formes, en fait, l'aspect de ce thésaurus pour que vous, derrière, vous puissiez vous en saisir pour essayer de faire en sorte d'avoir une évaluation la plus complète possible et mobiliser les acteurs en lien avec ces critères. Donc, si on peut suivre, voilà, parfait. Donc, ce thésaurus, il va être élaboré sous 2 diaporamas, on va dire, par critère. Donc, la première diapo va reprendre les éléments de certification qu'on va retrouver dans le manuel de certification. Donc, à chaque fois, en fin de diaporama, vous avez toujours le référentiel ou la source qui sera mentionnée. Dans un deuxième temps, ensuite, vous allez avoir les fiches pédagogiques. Donc, majoritairement, ça va concerner la fiche pédagogique sur la prise en charge médicamenteuse, qui, elle, va rementionner les enjeux nationaux, en quoi la certification répond à ces enjeux et les points clés nécessitant une attention particulière des experts visiteurs pendant la visite. Le référentiel, ce thésaurus, en fait, a été construit avec les différents points qui sont abordés là dans la petite image que vous voyez. Donc, ça va être l'administration, la dispensation, les prescriptions, le bon usage des antibiotiques, l'approvisionnement, transport et stockage, les médicaments à risque, l'évaluation des pratiques et la conciliation des traitements médicamenteux. Mais on va aussi également élargir le périmètre en parlant de d'autres thématiques comme l'HAD par exemple. Donc là, on va pouvoir aborder justement ces autres périmètres grâce aux autres fiches pédagogiques qui, elles, sont en lien avec la prise en charge médicamenteuse. Donc, on va avoir l'évaluation de l'hospitalisation à domicile, l'évaluation de la douleur et des soins palliatifs, l'évaluation de la prise en charge des personnes âgées et encore l'évaluation de la prévention des infections associées aux soins. Pour vous donner quelques exemples qu'on va pouvoir avoir dans ce thésaurus, donc la première diapo, c'est celle que je vous ai expliquée, qui reprend les différents éléments d'évaluation qui sont dans le manuel de certification. Donc, il y aura toujours cet aspect-là avec la mention de si c'est un critère standard, impératif ou avancé, la méthodologie associée à ce critère. Et donc, vous allez avoir tous les éléments listés dans ce petit tableau. Par la suite, dans la diapo suivante, vous allez avoir un récapitulatif des attendus qui vont être extraits d'une fiche pédagogique, donc soit celle de la prise en charge médicamenteuse, soit d'une autre qui sera plus ou moins en lien avec indirect ou direct avec la prise en charge médicamenteuse. Donc voilà pour cette présentation de thésaurus. Donc comme l'a pu expliquer Véronique, le document complet sera disponible demain sur le site internet du CAPS ou de l'Omédit. Et je laisse la main du coup à Gilles Piriou pour le détail de quelques points sur les critères précis.
Merci Lauriane. Donc je vais prendre la suite. Effectivement, le thésaurus, il était très complet. Il y avait plus de 50 diapos, donc on ne peut pas toutes vous les présenter en si peu de temps. Et donc on a fait des choix sur certaines thématiques pour d'abord vous mettre en situation de confort, vous rappeler que vous avez déjà beaucoup d'éléments qui permettent de renseigner ces différents points d'évaluation. La difficulté, c'est qu'il va falloir que ces éléments soient connus des professionnels. C'est ce qu'a rappelé Marina tout à l'heure. Et que le principal document reste le manuel d'évaluation. C'est bien sur celui-là qu'il faut absolument travailler et qu'il va falloir renseigner. C'est sur celui-là que vous allez être évalué. Et on a essayé de se mettre à la place d'un RSMQ. On se dit, mais comment on fait pour aborder tout cela entre le manuel et puis les fiches pédagogiques, voir les grilles des différents traceurs? Comment on fait pour pouvoir répondre à toutes les questions qui sont posées? Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis ce diaporama de synthèse qui sera complet demain. Et on va l'aborder par quelques exemples. Si on prend la prescription, la dispensation, vous voyez qu'il y a le critère 2303 qui concerne le respect des bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments. Donc, il est évalué avec le parcours traceur, il est évalué avec le traceur ciblé, mais tout ça, ça ne reste que des méthodes. L'objectif, c'est de renseigner ce critère standard et vous avez les différents points qui permettent la mesure de ce critère. Avec en interface les éléments descriptifs qui seront intégrés dans le manuel pédagogique, dans le référentiel pédagogique. Donc, pour la dispensation et la prescription, on est dans le manuel pédagogique sur la prise en charge médicamenteuse. Alors, je vous ai fait un focus pour être bien au clair et se dire finalement on est en situation de confort. Par exemple, si on prend l'analyse pharmaceutique, il est attendu qu'elle soit organisée, pertinente et qu'elle intègre les informations du dossier pharmaceutique s'il existe. Derrière tout cela, si on se réfère au document du manuel pédagogique, de la fiche pédagogique, on a une définition de ce qu'est une analyse pharmaceutique pertinente et des accès par le pharmacien. Ce qui est attendu, c'est une priorité en termes de matière d'analyse. Et ça, vous l'avez déjà renseigné depuis des années, puisque dans le cadre du CAQES, vous êtes censé avoir fait une cartographie de pharmacie clinique, et en fonction du parcours, en fonction du profil patient, des produits de santé qui sont utilisés, vous avez déjà mis en place une priorisation de votre analyse pharmaceutique de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Donc, il s'agit de restituer et de bien s'assurer que c'est pris en compte par l'ensemble des professionnels de la pharmacie dans le cadre de l'analyse pharmaceutique. Autre exemple, sur le respect des bonnes pratiques d'administration. Dans le traceur ciblé, un des points qui est évalué, c'est l'identification du médicament. Le médicament est systématiquement identifiable jusqu'à son administration et l'équipe dispose d'étiquettes respectant les recommandations pour tous les produits injectables. Si on regarde dans le manuel, dans le référentiel pédagogique, on va nous orienter vers l'oncologie, voire vers le bloc opératoire. Et là, je pense qu'il y a une utilité de s'assurer, en particulier au bloc opératoire, que vous avez mis à disposition des étiquettes pour les seringues et que ces étiquettes, elles sont conformes aux recommandations. Là, en l'occurrence, la norme ISO 265-25 de 2000 qui précise les codes couleurs qui vont être utilisés en fonction du type de produit, du type de seringue. Un élément qu'on a repris également comme exemple pour vous sensibiliser au fait que le référentiel il est très large et très éclaté, le RSMQ va être aussi en charge de critères qui, au départ, peuvent être apparentés à l'hémovigilance. Je pense aux produits sanguins labiles, puisque le critère 1.1.11 cible les produits sanguins labiles, mais également les médicaments dérivés du sang. Donc, il faut faire attention quand on parle dans le manuel de transfusion. Il y a souvent à être adossé le médicament dérivé du sang. Et les MDS, vous les retrouvez essentiellement sur une problématique qui va être l'information du patient, que ce soit sur l'information sur le produit, les bénéfices et surtout les risques, le consentement du patient et la surveillance qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc, attention, soyons vigilants sur ces critères qui pourraient paraître être hors champ des produits de santé et qui finalement apparaissent sous l'identité des produits sanguins labiles au départ. Autre thématique, on le voit, avec un critère impératif, les médicaments à risque,
une des cibles sera de sensibiliser, de former aux risques spécifiques induits par l'utilisation de ces médicaments à risque. Là encore, vous devriez être en situation de confort, que ce soit sur les aspects formation, puisque la plupart des établissements ont déjà mis en place des chambres des erreurs, de l'analyse de scénarios sur des problématiques associées aux médicaments à risque. Et puis, ça, c'était pour l'aspect sensibilisation. Sur l'aspect formation, vous savez qu'on a des outils de e-learning qui sont disponibles. On n'est pas les seuls à en faire. Lauriane vous le précisera tout à l'heure, mais on a donc un catalogue d'outils de formation que vous pouvez utiliser. Alors, sur les barrières de sécurité, c'est bien, je ne sais plus ce que je voulais vous dire dessus, mais oui, c'est qu'il y a aussi des barrières de sécurité à mettre en œuvre pour prévenir les erreurs. Et là encore, on a des listings de barrières, de mesures barrières à mettre en œuvre en fonction des Never Events. Donc, ce n'est pas forcément uniquement vos médicaments à risque, mais elles sont disponibles sur les sites, en tout cas pour les principaux. Un petit focus sur la conciliation médicamenteuse, puisqu'il est précisé que c'est un critère avancé, donc on peut se dire que c'est un critère moins sensible, un critère non obligatoire. Il est défini, et là encore, il faut être vigilant, puisqu'il est bien précisé que la conciliation n'est pas de l'analyse pharmaceutique, ce n'est pas forcément non plus considéré comme de la pertinence, et pour autant, ça devrait évoluer dans ce sens. Donc, il y a des définitions qui sont bien précisées dans la fiche pédagogique. Vous retrouverez toutes ces informations. Je crois qu'on a eu quelques questions sur la nature de la conciliation et sur la façon dont on la produit. Il faut bien sûr respecter le manuel de la Haute Autorité de Santé. Donc, avec 3 sources d'informations, dont le DP, c'était la question qui nous avait été posée en amont de la réunion. Alors, un point de vigilance, c'est que quand on fait la biblio sur le manuel de certification, vous retrouvez dans la biblio de pas mal de critères, des notions liées à la conciliation médicamenteuse. Si on prend le 2308, vous voyez, les équipes maîtrisent le risque de discontinuité de la prise en charge médicamenteuse du patient vulnérable à sa sortie. En fait, sur ce critère, dans la bibliographie, il est clairement fait un lien avec la conciliation médicamenteuse. Et c'est un critère standard. Donc, critères standards ou pas, faites attention sur la conciliation. C'est peut-être plus important qu'il n'y paraît. Ce n'est pas uniquement un critère avancé, car c'est un critère qui intervient dans d'autres critères. Alors, oui, un point sur l'analyse et les actions d'amélioration de la qualité sur la prise en charge médicamenteuse. C'est un critère impératif. On a eu pas mal de questions sur les outils qui sont identifiés. Ce qui reste dans la fiche pédagogique, essentiellement comme outil diagnostic, sur la prise en charge médicamenteuse, ça reste Interdiag. C'est la référence. Pour autant, en fonction des parcours, si vous êtes aux chimiothérapies ou si vous êtes au bloc opératoire, il y a une utilité à faire des autodiagnostics différenciés. Il y a des grilles d'audit qui existent. Si on prend la chimiothérapie, il y a l'ARS Île-de-France qui a fait un excellent outil d'audit. Sur le bloc opératoire, on a une grille qui est également à disposition, qui fait l'objet de tests en ce moment et on la partage avec nos collègues de l'Omédit Normandie. N'hésitez pas à nous interroger dessus. Donc, il y a des grilles spécifiques, sinon la référence reste bien sûr Interdiag. Alors, les antibiotiques, là aussi, normalement, vous êtes en confort. Il s'agit d'avoir un référent, il s'agit de travailler sur la pertinence. Et ça, ce sont des éléments que vous maîtrisez largement et que vous renseignez déjà depuis plusieurs années dans le cadre de la contractualisation. On retrouve la justification de la prescription à 7 jours. On retrouve l'évaluation de la pertinence de la prescription entre la 24e et la 72e heure. Et puis, ce que je vous disais, la notion de référent qui doit être connue, cette fois-ci, bien sûr, des professionnels. Alors, pour la dépendance, c'est un point aussi que souvent on va oublier. Le patient, notamment, ses proches, sont informés du risque de dépendance iatrogène et dans les évaluations qui vous sont proposées dans la fiche pédagogique, il y a une notion, il y a plusieurs niveaux de dépendance et il y a une forme de contractualisation qui peut être faite avec le patient. Je pense aux hypnotiques. Un patient qui va être mis sous hypnotique, on va essayer de contractualiser avec lui. On a des documents là aussi à vous proposer pour faire en sorte qu'il s'engage à arrêter le traitement quand il sort et qu'il soit informé sur les risques liés à l'utilisation d'hypnotiques au long cours. Deuxième point, la polymédication, en particulier chez la personne âgée. Là aussi, ce sont des risques, il y a des risques de dépendance iatrogène et on a des outils sur l'évaluation des risques qui sont basés sur le stop and start.
Je vous ai remis un petit point sur les produits sanguins, parce qu'il est fait mention de la pertinence. Et la plupart d'entre vous ont déjà travaillé encore sur la pertinence. Je pense à la pertinence de l'utilisation des immunoglobulines. Vous savez que ce sont des produits dont les stocks sont limités et la plupart des établissements bretons ont travaillé sur le référentiel de l'ANSM sur la pertinence de l'utilisation des immunoglobulines. Donc, valoriser tout le travail qui a été fait en associant bien sûr les professionnels qui sont censés connaître les indications prioritaires. J'essaie d'aller vite, il est 13h10. Juste un point sur les dispositifs médicaux, mais là encore, vous y êtes largement sensibilisés parce qu'il s'agit d'éléments réglementaires anciens, mais on cible l'information du patient sur la pose de dispositifs médicaux implantables. Vous savez qu'on est en attente, mais ça devait être publié la semaine dernière, d'un arrêté qui précise les missions du référent, du responsable du management de la qualité sur le circuit des dispositifs médicaux implantables. Donc, le texte devait sortir au JO la semaine dernière. Je pense que c'est une information de la DGOS. Je pense que ça devrait sortir cette semaine. Appuyez-vous sur ce nouveau référentiel, enfin sur ce nouveau texte réglementaire pour conduire également votre action. Un des éléments importants, c'est bien sûr la traçabilité de l'identification et de la formation du patient avec un système d'information dédié pour la traçabilité des DM. Alors, on a quelques établissements en Bretagne qui sont encore un petit peu en retard sur ces problématiques. Voilà pour ce focus, sachant que tous les critères ont été listés par Lauriane et je crois qu'il y avait, oui, peut-être 45 à 50 diapos. C'était limité là à 12 en présentation. Je repasse la parole à Lauriane. Voilà, ça a été un petit peu épuré pour que ce soit plus facile de compréhension pour vous. Alors ici, on vous a remis quelques critères transversaux en lien avec la prise en charge médicamenteuse. Donc cette liste figurera également dans le thésaurus, mais ne sera pas forcément détaillée. C'est juste voilà, pour que vous en ayez connaissance. Je ne vais pas rentrer dans le détail dedans, mais voilà, vous en avez 3 diapos avec plusieurs critères transversaux. On va les passer. Donc, pour récapituler, aujourd'hui, le réseau Médit va vous proposer plusieurs outils pour vous aider dans le cadre de votre certification. Donc, il y a ce fameux thésaurus complet que vous allez pouvoir récupérer sur le site internet du CAPS ou de l'Omédit. On a également pu faire un recensement des critères en lien avec la prise en charge médicamenteuse et les produits de santé que vous voyez ici apparaître dans la diapositive. Donc, c'est juste un listing avec les potentiels responsables qui sont mis en face de chaque critère, en sachant que ces responsables ont été extraits de l'outil de la FORAP. Donc, la liste n'est pas exhaustive dans les responsables, hein, ce sont des propositions, mais évidemment, les responsables peuvent être étendus. Et ensuite, vous avez un autre outil qui, lui, vous permettra d'avoir accès à d'autres outils plus spécifiques comme des EPP, des formations, des e-learning, des affiches, qui est également disponible sur le site de l'Omédit, où là, vous allez avoir en fait un listing des critères avec en face de chaque critère le type d'affiche, d'outils disponibles, un descriptif et le lien qui vous redirigera directement vers l'outil. Donc ça, c'est un outil en collaboration donc, avec tout le réseau Médit. Donc c'est vraiment un outil national. Il est en cours de travail, donc la liste n'est pas exhaustive. Il sera complété au fur et à mesure. Dès qu'un Omédit aura un nouvel outil à vous proposer, on le rajoutera dans ce document. Donc je vous invite à regarder régulièrement sur le site internet de l'Omédit pour voir s'il y a des documents qui sont nouveaux, des outils qui sont nouveaux, pour après ensuite vous en saisir au sein de votre établissement. Donc voilà un petit peu la présentation de tous ces outils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à même à les formuler aujourd'hui. Ah, on n'entend plus, je vois. Donc je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien, nous, Lauriane, en tout cas, bon, moi je t'entends bien. Bon, bah voilà. Bah, écoutez, moi sur les outils, j'ai terminé. Peut-être que le CAPS aura des éléments à rajouter. Là, c'est surtout justement pouvoir répondre à vos questions. Hein, voilà, c'est vous surtout qui avez des questions aussi sur cette partie prise en charge médicamenteuse. Ce que je peux faire, par contre, c'est à minima vous montrer. Parce que, comme disait Véronique, ça a été plusieurs questions, en tout cas en amont de la réunion. Les grilles qui sont dédiées, que vous pouvez télécharger via Calista pour ceux qui ne les auraient jamais vues. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Pardon.
Alors, vous voyez bien les grilles là? Ouais, c'est bon, Ouais. Marina. Ouais. Alors là, pour vous montrer par exemple, c'est la grille patient-traceur. La grille patient-traceur, hop, je m'enlève l'écran parce que je vous vois en grand. Donc, en fait, sur Calista, vous allez finalement chercher déjà à savoir, notamment pour les patients traceurs ou pour les parcours traceurs, le secteur de prise en charge de votre patient. Donc, tous les secteurs sont pris en compte. Il faut pouvoir les sélectionner, son mode de prise en charge, l'âge du patient, les caractéristiques du patient, s'il a une maladie chronique, s'il a une situation particulière, s'il est en situation de handicap ou de précarité, son mode d'entrée. Et normalement, alors avec le conditionnel possible, hein, parce que nous, on ne gère pas la plateforme Calista, c'est la Haute Autorité de Santé qui le fait. C'est censé justement vous sortir une grille correspondant à ce que vous avez sélectionné auparavant. Donc, vous avez une partie pour le patient traceur qui concernera justement tout le questionnement, toute l'interview avec le patient. Donc, je crois que je vous ai sélectionné une partie, notamment sur la prise en charge médicamenteuse. Je ne sais plus où elle est. Par exemple, hop là, alors, ce n'est pas formulé sous forme de question, hein, vous le voyez bien, c'est vraiment un copier-coller du manuel de certification. Donc, on a le critère, dont les équipes, par exemple, respectent les bonnes pratiques d'administration des médicaments. On voit que ce qui est demandé et ce qui va être évalué, c'est finalement l'administration PEROS est contrôlée. Là, voilà, c'est juste, ce n'est pas du tout formulé sous forme de question, donc c'est à vous ou à celui en tout cas qui pourra potentiellement faire une évaluation interne au sein de votre établissement de reformuler ça sous forme de question et de voir effectivement ce que vous allez chercher derrière administration PEROS contrôlée. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Si je passe à l'autre onglet, vous voyez toujours, vous avez Ouais. vu mon changement. Ouais, Donc ça, c'est la grille traceur ciblé. Donc là, par contre, vous avez vraiment une grille spécifique circuit du médicament et des produits de santé. Donc celle-là, elle est quand même assez importante pour vous. Vous aurez l'ensemble des éléments d'évaluation, attention, qui sont concernés uniquement. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de cette grille, il y a tous les critères concernant la prise en charge médicamenteuse. On entend par tous les critères concernant la prise en charge médicamenteuse, tout ce qui va être vu dans le cadre des patients traceurs, des parcours traceurs, des traceurs ciblés. Vraiment, il faut un melting pot, j'ai envie de dire, de tout ce qu'ils vont voir au sein des différentes méthodes d'évaluation pour se faire une appréciation sur la prise en charge médicamenteuse. Tout n'est pas lié à une seule et même méthode. Et tout n'est pas lié surtout à un seul et même expert visiteur. Ça, c'est important parce que l'année précédente, ce n'était pas le cas. Enfin, les années précédentes, du moins, ce n'était pas le cas. Donc voilà, vous avez une grille vraiment spécifique à la thématique, par contre, prise en charge médicamenteuse, mais qui n'intègre pas forcément tous les critères de la prise en charge médicamenteuse. J'espère que je me suis bien fait comprendre parce que parfois, je sais ce que je veux dire dans ma tête, mais ça ne sort pas de la même manière après. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais arrêter mon partage. On a une première question, Marina. J'ai un petit problème d'affichage, mais je pense qu'il concerne la journée régionale. Effectivement, tout à l'heure, on vous a parlé d'une journée régionale qui serait organisée au mois de décembre. C'est une journée qui aura lieu en visio. Pour que en fait elles puissent vraiment avoir lieu, seront en présentiel dans la même salle en fait, hein, les équipes du CAPS Bretagne, de la HAS et de l'ARS, mais après tous les établissements qui souhaitent y participer seront connectés en visio. Comme ça, voilà, là on va démarrer la préparation, le programme, et on sera sûr qu'elle ait bien lieu. Pour les RSMQ, pour revenir sur le circuit du médicament, la difficulté, c'est de jongler entre tous ces documents qui coexistent. Je vous ai parlé de référentiel parce que ça a été une question souvent redondante. C'est vrai que l'outil d'évaluation, l'outil d'audit reconnu, c'est l'outil de l'ANAP, c'est Interdiag. Si vous avez besoin d'un référentiel de bonne pratique, ça reste la fiche pédagogique là où les fiches pédagogiques sur l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse. C'est là-dedans que vous avez tous les éléments qui vont servir à l'expert visiteur pour vérifier. Enfin, en tout cas, c'est le référentiel de bonne pratique. Ça vous dit comment ça doit être fait.
Mais ce qui est vraiment évalué, c'est le manuel, c'est les critères du manuel de certification. Et les méthodes ont été présentées par Marina pour renseigner le manuel ou pour répondre aux questions qui sont dans le manuel. Eh bien, il y a des grilles qui sont utilisées avec les 5 méthodes précisées par Véronique et Marina qui permettent de renseigner ensuite ce manuel de certification. Donc, il y a le référentiel, il y a le manuel, et puis il y a les grilles. Et il faut arriver à jongler entre tout cela, sachant qu'en fonction de vos organisations, c'est ce que précisait Lauriane, votre périmètre de questionnement, il peut être plus ou moins large. Et c'est pour ça qu'on a préféré tout lister et être exhaustif, mais c'est à vous de vous approprier cette liste et de voir dans quelle mesure vous avez à y répondre ou pas. Est-ce que les RSMQ s'y retrouvent? Il me dit mot consent normalement, je crois. Je ne sais pas. C'est difficile. Alors, je crois que. Et Vincent Arène, oui, c'est ce que j'allais dire. Pardon. Je ne sais pas si je peux représenter tous les RSMQ, ce serait bien ambitieux et pas tout à fait le cas d'ailleurs. Nous, la visite, elle arrive à grands pas. Donc, non, mais c'est vrai que la vraie problématique, c'est comment faire pour que souvent tout le travail qui a été mené ces dernières années sont bien intégrés par les professionnels de terrain. Et c'est un petit peu ça qui est quand même compliqué. C'est savoir comment les gens s'approprient les choses, quoi. Des éléments qui peuvent être complètement considérés comme assimilés et qui finalement, on verra comment on va gérer au moment donné, mais on a quand même un turnover de professionnels qui est loin d'être nul. Pas mal de choses qui fait que dans un cas particulier, on peut se retrouver avec des professionnels sur le terrain qui n'ont pas forcément le bon réflexe ou qui n'ont peut-être même pas capté l'info. Hein. C'est tout à fait possible. Je reviendrai moi sur les 3 modes principaux, les 3 traceurs, entre guillemets. Je pense que c'est redoutable en fait. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu les retours de… J'ai vu quelques échos moi avant l'été, mais je n'ai pas suivi depuis. Est-ce que vous avez des échos de structures qui se sont fait auditer? Parce que déjà, le patient traceur tout seul, ça ramenait quand même pas mal d'infos. On a eu les retours sur la Bretagne d'un établissement qui a eu sa visite de certification au mois de juin. Et puis, on a eu quelques retours de niveau national, mais effectivement, on attend aussi le 21 septembre où l'HAS va faire un retour des établissements pilotes. Effectivement, oui, vous disiez le mot redoutable, c'est ça en fait, c'est que en fait, le sujet ou chaque thématique en fait est évaluée par tous les experts visiteurs en fait. C'est plus le même découpage qu'en la version 2014 où en fait on avait quand même les thématiques étaient rattachées quand même à un expert visiteur ou deux. Là, ces méthodes-là, elles permettent vraiment d'aller évaluer via le patient traceur, parcours traceur et de recouper toutes ces informations et au cours des jours de visite, d'aller recouper ces informations, de rencontrer un maximum de professionnels, ce qui va permettre de fournir des résultats, on l'espère, au plus proche en fait, de la réalité. Mais beaucoup de temps passé, c'est ce qu'on nous retourne, hein, beaucoup de temps passé auprès des professionnels, dans les services, via les observations aussi, hein, qui font partie des méthodes, comme le disait Marina. Donc c'est vrai que ça laisse il y a plus de temps passé au plus près des professionnels. Et comme vous aviez un collègue qui posait la question, c'est peut-être aussi ce sujet qui est abordé, c'est comment sensibiliser les équipes. Est-ce qu'il existe des outils, des vidéos? Alors, Gilles, tu as complété. Voilà. Oui, là-dessus. Alors, sur les médicaments à risque, la liste, elle est définie, elle est à définir par chaque établissement parce que vous n'aurez pas tous les mêmes problématiques. Il y a un décret, je crois qu'il y a un décret qui est sorti en 2012 qui précise dans son annexe 3, je vous dis de mémoire, la définition des never events. Donc, ce n'est pas forcément limitatif, mais c'est quand même une bonne source, une bonne source pour définir une liste.
Donc, c'est à cibler, à orienter en fonction de chaque établissement. Bien sûr, pour les populations gériatriques, vous ne serez peut-être pas sensible à tout, mais vous verrez que sur cette liste, en tout cas, la plupart sont adaptés à une population gériatrique, sauf peut-être, bien sûr, tout ce qui est, ça y est, il y a les produits du cancer qui ne seraient pas dedans, mais sinon, vous allez retrouver les anticoagulants, l'insuline, les morphiniques. Donc, sur les listes, je pense que ce n'est pas forcément le plus compliqué. Ce qui est important, c'est ce que disait Vincent, c'est l'appropriation par les professionnels. Alors, on a en ce moment, alors il y a beaucoup d'outils qui existent, mais sachez que l'HAS diffuse en ce moment des flash sécurité. Et on y travaille avec Isabelle Alquier de l'HAS là actuellement. Donc, il y en a une première qui est sortie cet été, qui était sur le KCL. Celle du mois de septembre ou d'octobre, elle doit être finalisée là et validée par le collège, mais elle sera sur les pompes ou sur les médicaments administrés par pompe. Si vous relayez les fiches sécurité de l'HAS, c'est peut-être un bon moyen, en tout cas sur les derniers moments, d'avoir une communication active et qui sera facilement assimilable. C'est souvent des histoires d'erreurs médicamenteuses et ça précise des mesures barrières. Voilà pour les médicaments à risque. Sur les outils de formation spécifiques, les outils de sensibilisation, je vous ai cité la chambre des erreurs, mais je pense que vous l'avez largement fait. Il y a un outil également sur le site de l'ADIF, qui est un outil 360 degrés, qui est un peu de la communication digitale, qui est assez intéressant. C'est pour ça qu'on a mis en place une boîte à outils, mais on ne peut pas vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est adapté pour vous. Je crois que chacun aura intérêt à regarder ce qui existe et puis à l'adapter. Des supports de formation, on en a. La difficulté, c'est que si vous voulez un diaporama d'une journée, on en a un. Mais si vous voulez un focus de 2 heures, on ne sait pas le faire, on ne l'a pas fait. Faut adapter en fonction de la disponibilité de vos professionnels. Des outils de e-learning, Lauriane nous a répondu. On est 2 régions avec centre essentiellement à en faire. On n'a pas tout fait, mais il y a quand même déjà pas mal d'outils de formation et de sensibilisation des équipes sur les médicaments à risque. Je complète, donc j'ai mis le lien pour accéder à la boîte à outils du réseau Médit sur le chat. Donc, je le rappelle, l'outil pour l'instant, c'est un outil de travail. Il n'est pas encore finalisé, mais il répertorie déjà une bonne quantité d'outils à disposition. Et là, je vois qu'il y a une autre question, c'est le ou les critères prise en charge médicamenteuse qui font partie des 15 impératifs. Donc, vous allez pouvoir retrouver également cette liste dans ce fameux outil, boîte à outils en fait, du réseau Médit. Mais pour vous donner quelques exemples, nous, on en a listé quelques-uns. Donc, il y a par exemple, le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur. Les équipes maîtrisent l'utilisation des médicaments à risque. Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs. Les équipes mettent en place des actions d'amélioration fondées sur l'analyse collective des événements indésirables associés aux soins ou encore la gouvernance fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins. Donc pour l'instant, nous, on a répertorié 5 critères impératifs liés à la prise en charge médicamenteuse. Sachant que justement, ce qui est important, et je pense que, mais tu l'as sans doute dit, mais je préfère le redire, c'est que l'Omédit a été plus loin finalement que la fiche pédagogique. La fiche pédagogique, elle est vraiment liée à ce qu'attend la Haute Autorité de Santé sur la prise en charge médicamenteuse. Donc finalement, par exemple, les critères que vient de citer Lauriane, notamment sur les événements indésirables, c'est pas dans le package, on va dire, prise en charge médicamenteuse, mais vous voyez bien les recoupements qui peut y avoir, notamment les flèches sécurité dont Gilles parlait, viennent d'événements indésirables liés aux médicaments. Donc, c'est sûr qu'il faut faire ces recoupements-là. Vous ne pouvez pas être tout seul sur la prise en charge médicamenteuse à proprement parler. Donc, c'est vrai que l'outil, pour ça, il est vraiment bien fait parce que, justement, il recoupe l'ensemble des critères qui peuvent être liés de près ou de loin à la prise en charge médicamenteuse. Une des difficultés, c'est d'arriver jusqu'aux professionnels. Et c'est bien de mettre en place des EPP, mais il faut absolument qu'elles soient participatives. Et c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que peut-être de retravailler sa communication plus proche des professionnels pour faire en sorte qu'elle soit connue. Et c'est ce qui va être évalué. C'est-à-dire qu'avant, c'était simple, il suffisait d'avoir fait une EPP et de montrer qu'on l'avait produite. Maintenant, il faut que les résultats soient connus des professionnels. C'est peut-être un peu plus difficile.
Est-ce que, il est 29, mais est-ce que vous avez encore d'autres questions? On vous laisse encore un peu de temps, hein. N'hésitez pas, surtout, c'est le moment pour poser vos questions. Si vous, voilà, on peut profiter des 2 dernières minutes. Effectivement, vous aussi, de votre côté, si vous souhaitez si vous avez des attentes sur l'organisation et l'animation de webinaires avec des focus particuliers sur la thématique prise en charge médicamenteuse, vous pouvez aussi nous l'indiquer par chat. On lira effectivement vos besoins. Et puis, voilà, nous, c'est possible. Enfin, on peut vous reproposer l'animation de webinaires co-construit et co-animé avec l'Omédie de Bretagne. Si c'est un besoin, si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on passe plus de temps, qu'on axe plus, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Nous, on va essayer de prévoir un programme de webinaire des mois à venir. Donc, plus on anticipe et plus c'est confortable pour nous aussi en termes de préparation. Donc, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans le chat. Voilà. On pensait en particulier faire des focus sur l'antibiothérapie, l'antibioprophylaxie ou la prise en charge de la douleur, la sécurisation des médicaments à risque. On sent que c'est vraiment une problématique qui est redondante. Donc, en détaillant cette fois-ci, en allant un petit peu plus loin, parce que vous voyez bien qu'on n'a pas pu tout voir, mais d'aller peut-être sur des focus d'une demi-heure à 1 heure, un petit peu plus loin sur les référentiels, sur ce qui existe. Mais il faut que ça soit une expression du groupe. Je crois que ce qui serait intéressant, c'est à nouveau Vincent Giquel à Rennes, je crois que ce qui serait intéressant, c'est effectivement, là, on a balayé tout le panel. Pour nous, personnellement, pour Rennes, tout du moins, c'est un peu tard parce que c'est imminent. Donc, mais je pense que justement, il faut s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire les choses un petit peu différemment. Là, on se prépare à la visite, mais après la visite, on doit pouvoir alimenter encore plus la réflexion et peut-être avoir plutôt un partage d'expérience quelque part sur les différents éléments qu'on aura dans la perspective, je l'espère, de futures visites et pas de visites de contrôle à court terme. mais parce que c'est un peu ça, c'est passionnant, mais c'est toujours plus, entre guillemets. Moi, j'aspire un jour où notre mode de fonctionnement quotidien fera en sorte qu'on ne se prépare pas spécifiquement pour la visite, ce qui est le but originel, mais on voit bien qu'on a quand même du mal, qu'il y a toujours une petite pression qui monte sur la phase finale. Tu vois, Bastien le met, les antibiotiques ont fait déjà l'objet d'évaluation, effectivement. J'espère qu'en tout cas, ce qui a été produit ces dernières années sera utile. Et puis, Vincent, on aura besoin de ton retour d'expérience, je pense, effectivement, vers les RSMQ pour leur dire à quelle sauce… non, ce n'est pas une sauce où on a été mangé, mais plutôt comme la façon dont ça s'est bien passé au CHU de Rennes, on va le dire comme ça. Non, mais je pense qu'après, quand on va mutualiser plusieurs passages dans plusieurs… Il faut peut-être que vous gardiez cette dynamique-là sur la durée de la future certification dans 4 ans, entre guillemets. C'est ce regard-là et cette approche de l'HAS, finalement, on travaille des thématiques un petit peu pour nous et on pense, mais on n'a pas forcément le regard qu'aura l'HAS. Enfin, je ne sais pas comment m'exprimer. Quand on travaille un sujet en cours d'année sur le système qualité, on le fait à bon escient, mais finalement, on ne le perçoit pas forcément avec le regard que pourrait avoir l'HAS, qui n'est pas un regard particulièrement à charge, mais je pense qu'il faut qu'on le garde en tête, quoi. Par exemple, quand on prend la conciliation, la grosse surprise, ça a été de voir que la conciliation dans l'esprit de l'HAS, ça reste vraiment la méthode définie par la Haute Autorité de Santé et que ça ne peut pas être plus large, alors que dans les pratiques, ça a dérivé et que ça s'est généralisé sur un volet pertinence, ce qui paraît tout à fait logique. Donc, effectivement, ton retour d'expérience, enfin, les retours d'expérience que l'on aura en région permettront certainement d'alimenter et de bien savoir réfléchir HAS ou penser HAS pour mieux y répondre. On peut aussi essayer de faire évoluer l'HAS si jamais ça, on y travaille. C'est proposé par la SFPC en particulier, on y travaille pour que les référentiels de pharmacie clinique évoluent et ne soient pas liés à des processus, mais à un objectif patient. En tout cas, merci pour vos remerciements. Je vois Eric, Laurie, Michael, merci pour tous ces
ces retours positifs. Il y a Bastien, une dernière excuse-moi. question peut-être, Gilles, sur des fiches de présentation des principaux médicaments aux patients en facile à lire et à comprendre. Bon, on a notre spécialiste, c'est Lauriane, c'est pas moi. Vas-y. On n'a pas encore attaqué concrètement ce travail-là. Il y a quelques éléments, notamment sur Oui. les interruptions de tâches, où on a pu travailler effectivement en FALC, mais ça nécessite de mobiliser des représentants des usagers et des personnes directement concernées, donc principalement des personnes en situation de handicap. Donc, c'est envisagé, c'est une piste de travail, mais à voir dans l'avenir comment on pourrait... Ça a été fait pour les IPP, pour les benzodiazépines, je crois, pour les médicaments du diabète. Nos fiches d'information patients ont été revues par France Asso Santé, mais pas avec la méthode FALC. Mais pour autant, ça a quand même été relu et largement corrigé avec des éléments de langage qui sont beaucoup plus adaptés aux patients. En tout cas, ce que l'on comprend, c'est qu'effectivement, il y a des sujets qui vous intéressent. Et puis, là, la particularité de ce webinaire, c'est qu'on est en septembre. Finalement, la certification en tant que telle n'a commencé qu'en avril dernier. Donc, il y a peu d'établissements qui sont aujourd'hui passés. Et effectivement, avoir de plus en plus de retours d'expérience des établissements, c'est ce qui aujourd'hui paraît le plus adapté aussi pour vous, pour que vous puissiez au fil des années, sans parler de certif, mais bien comprendre justement les attendus, ces fameux critères standards finalement, parce que c'est ça en fait, c'est les attendus aussi de la Haute Autorité de Santé. Donc on note ça. Et puis du côté de Gilles et Lauriane, effectivement, il y a quelques sujets qui ont l'air de ressortir. Donc à voir si d'ici la fin de l'année, on peut justement faire un webinaire sur un de ces sujets bien particuliers. Ok, du coup, on clôture ce webinaire. On vous remercie tous pour votre participation et nous, on se donne rendez-vous le 4 octobre. Donc, c'est le prochain webinaire 60 minutes certif que l'on animera donc le lundi 4 octobre de 12h30 à 13h30. Voilà. Merci à vous et puis merci de votre participation et bon après-midi. Bon après-midi, merci.